Merci de vous installer. On va bientôt commencer. Je, je salue au nom de toute l'équipe les nouveaux venus. Une jeune demoiselle qu'on salue et d'autres personnes. Vous m'entendez bien? Oui. Bon. Alors, je voudrais quand même qu'on salue le retour de Marie-Françoise, Anne-Françoise, pardon, qui s'était cassé le col du fémur en venant chez nous. Alors, je voudrais qu'on l'applaudisse. Et je signale que c'est notre doyenne. Hein? Donc, merci Anne-Françoise d'être là. On est ravis de te revoir. Et puis on salue aussi tes amis. Hein? Voilà. Alors, j'ai oublié leur prénom, ils m'en voudront pas, mais Gilles et Laurence. Voilà. Ils font partie aussi des nouveaux venus, ils sont du GREP, etc. Bon, je ne vais pas vous tenir le crachoir trop longtemps. Aujourd'hui, on a 2 intervenants pour le prix d'un. On a une femme, la journée de la femme. Hein. Je pense que c'était important et nous l'a rappelé assez régulièrement. Mais aussi, on a un homme. Alors, t'as pas mis une perruque, Georges? Bon. Ah. Donc, ils vont nous parler de choses un peu différentes, mais vous allez voir, ça converge vers ce qui nous intéresse. Alors, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas à proprement parler de personnes qui sont spécialistes de la pensée complexe, comme en général on fait intervenir. C'est pour ça que je veux dire, le dispositif n'est pas introduction à la pensée complexe, parce que ce n'est pas l'objet ici principal. C'est les membres de l'UPEM ont des choses intéressantes à nous dire. Et que ce soit Martine Boudet ici ou Georges Ders, ils sont membres de l'UPEM et ils sont intéressés par la pensée complexe. Et ils ont fait l'effort dans leur travail, et ça a été un peu mon rôle de leur dire, essayez de connecter ce que vous faites à la pensée complexe. D'accord ? Et donc je suis tout à fait heureux d'introduire leur communication. Hein. Ils disposeront tout d'1h10, parce qu'on a déjà perdu 10 minutes, chacun, en espérant qu'ils aient consacré du temps pour les échanges avec le public. Hein. Donc je donne immédiatement la parole à Martine Boudet. Oui. Un grand merci Pascal, hein, et à toute l'équipe de l'université, voilà, de me donner la parole, bien entendu, et puis aussi de la tenue de cette université, qui est de très belle tenue. Hein, voilà, j'en suis depuis le début, et j'apprécie beaucoup les débats. Je pense qu'il y a matière à construire ensemble, et en partie dans un contexte difficile, comme vous le savez, on le disait avec d'autres tout à l'heure. On sait que le contexte dont je vais parler rapidement sur le plan cognitif, hein, tout à l'heure, nous incite à nous réunir au-delà de nos différences, parfois épistémologiques, philosophiques, pour effectivement pouvoir quand même résister face à des courants très très destructeurs. Hein. Pour vous dire, hier, et vous le savez, hein, les médias quand même l'ont bien dit, il y a eu des manifestations pour les libertés académiques, que ce soit aux USA bien sûr, mais aussi, pourquoi pas en France, hein, elles peuvent être un moment ou un autre menacées. Donc voilà, merci infiniment pour la tenue de cette université depuis 2 ans. Voilà, alors très rapidement, donc, vous avez là un aperçu de mes publications qui sont, il y a des exemplaires ici, et puis je peux bien sûr envoyer une bibliographie pour celles et ceux qui seraient intéressés. Voilà, donc je passe rapidement sur les pages de couverture. Vous avez des exemplaires ici. Hein. Voilà, le 4e qui va apparaître aux presses universitaires des Antilles. Voilà, je tiens à le dire parce que ça fait partie de ce que je vais dire sur la question de la différence culturelle. Bon, ça c'est un travail de didactique parce qu'au départ je suis didacticienne du français. Hein, j'ai enseigné le français pendant 30 ans et quelques, français et lettres.
Et beaucoup de difficultés pour ce livre qui est finalement la somme de mon expérience pédagogique et didactique à trouver un éditeur en métropole. Et donc c'est aux Antilles, qui a quand même des presses universitaires tout à fait de qualité aussi, que j'ai été bien accueillie et j'ai trouvé que c'était quand même un indice de cette difficulté parfois à assumer la diversité épistémologique en l'occurrence, hein, parce que là c'était un problème épistémologique qui nous a divisés et qui a empêché que je puisse publier en métropole. Voilà un exemple. Hein. Bon, alors, donc, au niveau comme vous l'avez vu, c'est au niveau de l'éducation. La dernière fois, c'est sur la santé qui a été finalement un peu au centre des débats, et c'est une excellente chose. Alors, un secteur social, un service social complémentaire, c'est bien sûr l'université et l'école. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que je souhaiterais apporter quelques éléments à partir de la didactique, mais aussi quand même d'épistémologie. Et alors, le plan de la communication, vous avez donc les 4 éléments que je ne vais pas peut-être tout relire pour aller plus vite, puisqu'ils vont être de toute façon particularisés après. Donc, ce contexte géoculturel défavorable, hein, voilà, on pourra en parler, technosciences, c'est le terme de Morin, hein, c'est un concept morinien, la technoscience, hein, cyberculture, etc., intelligence artificielle et l'instrumentalisation du capitalisme cognitif. Et donc après, il y aura donc les recours. Quels sont les paradigmes traditionnels, mais aussi donc modernes, hein, contemporains, qui peuvent permettre quand même de contrecarrer ce qui va dans le sens d'une forme d'hégémonie idéologique et cognitive. Voilà. Donc la pensée mythico-symbolique, bien sûr la pensée de la complexité avec la question des niveaux de réalité et de l'inclusion du tiers, et enfin le conflit, voilà, ce qui est un peu mon ordre, moi mon axe de bataille, si vous voulez, hein, en lettres, français lettres. Donc humanité, c'est le conflit-dialogue des civilisations et des cultures dans un contexte de médiatisation mondialisée. Voilà, alors on peut démarrer par le négatif, hein, comme ça on pourra terminer quand même sur des perspectives plus optimisantes. Hein, voilà. Donc en premier lieu, le capitalisme cognitif. Voilà, ce qu'on appelle, autrement dit, l'économie néolibérale de la connaissance. Et là, moi, je vois que, pour vous dire, je suis ATTAC, hein, Association Altermondialiste, et je suis au conseil scientifique d'ATTAC. Eh bien, écoutez, ce concept a du mal à émerger. Même, je ne le dis pas pour critiquer mes camarades, hein, et ce sont d'excellents économistes qui font partie donc des économistes atterrés, etc. Donc ils sont dans l'alternative. Mais le concept de Yann Moulier-Wutang, hein, qui quand même date de 2008, hein, le capitalisme cognitif, la nouvelle grande transformation, eh bien écoutez, il a du mal à percer à l'université. J'ai l'impression qu'il y a un carcan, vous voyez, socio-cognitif, qui fait qu'on reste un peu dans une espèce de citadelle idéologique qui est fondée bien sûr sur les services publics, des choses comme ça. Hein. Voilà, l'égalité républicaine, bien entendu. Hein. Mais ce côté cognitif dont Morin et bien d'autres nous parlent très pertinemment, il a beaucoup de mal à être envisagé sur un plan stratégique, je le dis, moi je le pense, hein, par une partie du monde universitaire, même progressiste, et c'est pour ça qu'un lieu comme celui-ci est important. Alors, donc, vous avez des faits que je ne vais pas tous les décliner en détail, mais depuis 2009, on a ce qu'on appelle la stratégie de Lisbonne à l'échelle de l'UE. Hein, et donc, c'est mis en place à l'université. Hein, la loi LRU. Hein, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une très belle mobilisation donc, des universitaires qui, depuis, est retombée. Heureusement, si je puis dire, bon, depuis qu'il y a bien sûr les attaques contre les libertés académiques aux USA, il y a une tentative de remonter une pente, mais il y a quand même une espèce de désert au niveau universitaire, et même je pense au niveau enseignant, sur le plan stratégique qu'il faut quand même un peu qualifier. Voilà, donc comme pour reprendre des concepts liés à notre université, c'est l'essor du techno-économico-scientisme, hein, et du technocratisme au niveau des gouvernances. Hein, voilà. Ce qui a un effet quand même pervers évident, c'est le déséquilibre croissant entre les champs disciplinaires. Hein, maintenant, ce qui compte, c'est ce qui est rentable. Hein, compétitif, on le sait. Voilà. Et donc, compétentiel, hein, la notion de compétence en éducation. Et donc, au niveau des champs disciplinaires, ben, tout ce qui est lettres, langues, arts, sciences humaines et sociales, bon, ont tendance, je ne dis pas que toutes sont discriminées, voilà, par exemple, vous voyez, apprendre l'anglais qui fait partie de ce champ, c'est important pour eux, si je puis dire. Hein. Donc tout n'est pas discriminé au niveau de ce champ qui se retrouve en particulier dans cette université, mais aussi au Mirail, à Jean Jaurès, mais c'est quand même considéré dans l'ensemble comme moins rentable.
moins compétensieul et à la limite subversif aussi. Hein. Trop d'esprit critique ne sied pas à ce technocratisme, hein, ces gouvernances technocratiques. Alors justement, vous avez un très beau livre hein, d'une équipe de Montpellier sur « Faut-il brûler les humanités et les sciences humaines et sociales ?» qui date de 2013. Et alors, dérive ultralibérale que vous connaissez bien et réactionnaire du capitalisme cognitif, c'est le courant techno-libertarien qui est désormais aux manettes à la Maison-Blanche, hein, Elon Musk, Mark Zuckerberg et autres. Hein. Voilà. Et donc, instrumentaliser la révolution informatique, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, au service d'une idéologie réactionnaire et autoritaire et de la mise en cause des libertés académiques et médiatiques. Donc je ne reprends pas tous les éléments qui sont donnés là, dont le musellement des médias, hein, en particulier des réseaux sociaux, on le dit bien actuellement, et ils sont capables maintenant d'influer sur le cours des gouvernances des démocraties libérales. On l'a vu dans le cas d'Elon Musk. Alors, bon, le négatif étant posé, très rapidement, quel recours ? Voilà, quelles alternatives pour un décentrement, parce que c'est ça, hein, c'est au niveau de la conscience collective, arriver à se recentrer sur l'essentiel, se rééquilibrer au niveau du champ géo-socio-cognitif. Alors, donc, je ne reprends pas les trois recours qui vont être étudiés un petit peu plus en détail. Et donc les références, donc voilà, puisque comme Pascal l'a dit, c'est la journée des femmes, allez, honneur à Françoise Héritier, à Sylvia Nagasinski, hein, la politique des sexes, masculin-féminin pour Françoise Héritier, Kimberly Crenshaw, hein, aux USA, une afro-américaine, spécialiste de l'intersectionnalité, hein, c'est elle qui a, avec une sénégalaise je pense aussi, hein, à partir de son expérience à la fois de black et de femme, donné ce concept. Et Édouard Glissant, je reparlerai de la relation, hein, la pensée archipélique, et Alain Touraine, que j'aime bien. Alors, premier recours qui est tout à fait traditionnel, mais auquel on pense trop peu parce que la pression techno-scientifique est trop forte, c'est la pensée médico-symbolique traditionnelle. Voilà. Alors, je dirais que dans des lieux de résistance tels que l'enseignement des lettres, hein, qu'elles soient françaises ou de n'importe quelle nationalité, on a toujours ce recours, enfin je l'espère en tout cas au niveau de la formation actuelle, cette référence à la pensée médico-symbolique parce qu'elle est portée par les humanités, par donc tout ce qui est la poésie, la littérature, les arts. Et donc, elle est fondée sur une logique de type analogique. Voilà. Hein, tout ce qui sera dit, ça sera tendanciel. Il est évident qu'on ne peut pas comme ça créer des catégories qui soient vues de manière simpliste. Hein. Donc elle se caractérise par la loi de participation qui minore les principes de contradiction et du tiers exclu et qui favorise au contraire la synthèse des contraires, hein, la complémentarité, l'inclusion des tiers, etc. Et là, il y a une citation du dictionnaire des symboles que j'ai utilisé pendant des dizaines d'années, enfin, je veux dire, hein, qui va dans le sens justement d'intégrer le tiers, hein, et d'aller vers une pensée analogique. Hein. Mais ça va être précisé un petit peu après. Alors voilà, hein, donc le fonctionnement poétique et artistique est tendanciellement, bien sûr, axé sur cette logique-là, analogique, hein. Et il faut noter, bien sûr, c'est un grand drame, à mon avis, hein, que la poésie est un genre littéraire totalement marginalisé actuellement, même s'il y a sûrement des créateurs et des poètes, hein, je ne nie pas ça. Mais la notion même de courant littéraire est désormais quasiment exclue depuis les années 50. Hein. Moi, les derniers que je connais, c'est l'existentialisme sartrien et de Beauvoir, de Genet, et puis le nouveau roman, et puis bien sûr l'absurde, bon, etc., de Beckett et de Ionesco. Mais depuis, il faut aller aux Outre-mer, hein, pour connaître la créolité, pour connaître la négritude. Vous voyez, quand même des courants d'intellectuels relativement organisés pour faire passer quand même une notion de créativité littéraire, hein, et artistique. Voilà. Et donc, dans ce contexte défavorable, hein, aux humanités, eh bien, la poésie est elle-même très marginalisée. Alors qu'elle était en pointe avec le surréalisme. Moi, je crois que la grande période poétique en France, c'est la poésie, hein, c'est André Breton, c'est Éluard. On a des souvenirs tout à fait émerveillés de cette poésie-là. Voilà, Desnos, mais c'est terminé, hein, c'est terminé.
Voilà, alors Roman Jacobson, qui est un linguiste très très reconnu, mais qui a été là encore un peu mis à l'ombre par un phénomène de négationnisme disciplinaire, hein, propre à ma discipline, et c'est justement l'objet de ma prochaine publication, c'est de réhabiliter la pensée d'un Jacobson, hein, qui est une pensée structuraliste, mais ouverte, hein, voilà, et inclusive. Et donc, je termine, voilà ce qu'il dit dans la dernière phrase, la fonction poétique projette le principe d'équivalence de l'axe de la sélection sur l'axe de la combinaison. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça techniquement, on peut le faire par écrit. Hein. L'équivalence est promue au rang de procédé constitutif de la séquence. Donc on est dans cette logique analogique, hein, voilà, de complémentarisation, de mise en relation, etc. Voilà, alors une science humaine qui a donc théorisé cette pensée-là, c'est l'archétypologie. Encore un terme, alors là, c'est comme le capitalisme cognitif, hein, c'est absent des programmes même de formation. Hein. Je ne pense pas qu'à l'ESP, on enseigne pas ça. Hein. C'est pas une science, alors que c'est une science. Hein. Alors donc, Gaston Bachelard, Carl Gustav Jung, bien sûr, hein, les fameux archétypes, et Gilbert Durand, voilà, à qui il faut rendre hommage. Hein. Un homme remarquable qui nous a quittés il y a quelques années et qui était membre du CIRET, membre fondateur du CIRET, auquel appartient aussi Edgar Morin. Voilà. Et donc, il a écrit Les structures anthropologiques de l'imaginaire en 60. C'est une mine d'or, hein, mais complètement méconnue. Hein, c'est incroyable. Hein. Voilà, donc ce principe d'analogie, voilà, ce que démontrent des gens comme Durand et bien sûr Jung, c'est qu'il vaut sur le plan horizontal. Par exemple, bien sûr, même la publicité fonctionne comme ça. Hein, l'image, bien sûr, peut se faire sur l'axe horizontal. Hein. On relie donc deux référents voilà, qui existent dans la réalité objective, si je puis dire. Et alors, bien sûr, vous avez la pensée mystique qui, elle, le relie au plan vertical. Hein, donc, c'est selon les croyances de chacun, bien entendu. On peut en rester, enfin, je veux dire on peut pas rester, mais je veux dire être au niveau des représentations iconiques, donc horizontales, ou bien de réalité supposée être suprahumaine. Hein, voilà, c'est comme on le veut, en horizontal ou en vertical. Hein. Alors, toujours est-il que pour les sociétés africaines, océaniennes, amérindiennes, celtiques en Europe, hein, ou de l'Égypte antique, pour ne prendre que ces exemples, bon, c'était un fonctionnement tout à fait, bien sûr, habituel. Hein, mais là, l'analogie, elle était dans les deux sens, mais surtout en vertical. Hein, voilà. Et alors après, bien sûr, tous les penseurs analytiques, comme dit Lemoine dans un livre que je viens de parcourir avec beaucoup d'intérêt, bon, traite cette pensée de pensée magique, pensée prélogique, pensée primordiale. Bon, c'est pas négatif de dire primordial. Hein. Bon, mais enfin, voilà, on sait qu'il y a quand même un préjugé à l'égard de ce type de pensée. Voilà, et donc, quels sont un peu ces fondements épistémologiques? Donc, un animisme, hein, un panthéisme, hein, voilà, fondé sur un système d'archétypes, etc. Souvent, un système matriarcal ou une vision communautaire associée à une culture de l'oralité ou liée au psychisme, hein, aux facultés psychiques. Voilà, alors on en arrive bien sûr à ce qui est la pensée dominante, hein, que tout le monde connaît et que nous mettons en cause, la pensée logique ou rationnelle, bon, qui existe. La mettre en cause, ce n'est pas le propos, mais tout du moins, c'est ce côté hégémonique, bien sûr, qui est tout à fait déplorable. Voilà, et elle a ses bienfaits. Moi, tout le monde ne fonctionne pas avec la pensée logique, hein, sinon on ne pourrait pas communiquer et construire des savoirs sans cela. Hein. Bon, enfin, toujours est-il qu'elle est fondée plutôt sur une métaphysique de type monothéiste, hein, ou anthropocentriste. Hein. Donc elle a donné lieu à la pensée scientifique, technique, économique. Hein. Elle est donc le patriarcat et la culture de l'écrit. Hein, moi je pense que les trois religions abrahamiques, ils sont pour beaucoup, hein, comme base théologique, hein, et métaphysique. Voilà, et donc une logique de type dualiste et oppositionnel. Hein, principe de contradiction, avec des antagonismes éthiques qui ont bien entendu leur degré de véracité, hein, le bien et le mal, le vrai et le faux, le beau et le laid, c'est évident que ce sont des catégories qui sont antagoniques. Hein, on ne peut pas nier la réalité de ces réalités-là. Une rhétorique de l'opposition aussi. Alors, René Descartes est bien sûr le fondateur de ce type de pensée.
Et la base, c'est le formalisme mathématique, hein, qui a conquis d'autres titres de noblesse avec l'invention du code binaire, le numérique, l'intelligence artificielle. Alors une petite, c'est pas une anecdote, mais enfin, je ne sais plus dans quelle émission j'ai entendu récemment que la France avait le palmarès en matière mathématique. Hein. Enfin, je pense que c'est... voilà, hein, la pensée mathématique est extrêmement formalisée en France, et en particulier au travers des IREM, hein, les instituts de recherche pour l'enseignement mathématique qui ont été créés en 69 et qui ont donné lieu à beaucoup de générations d'intellectuels extrêmement bien formés. Alors les fameuses dérives du rationalisme occidental, alors André Breton, déjà il y a un siècle, hein, a beaucoup insisté sur ces dérives-là. Hein. C'est un auteur remarquable, hein, tout à fait un leader d'opinion. On l'appelait le pape du surréalisme, il avait sûrement des défauts, hein, comme tout leader, hein, mais il a énormément travaillé pour remettre en avant la fonction imaginative, pas l'imaginaire hein, au sens de folle du logis, mais la fonction imaginative comme étant une fonction créatrice, hein, sur la base de l'intuition, l'inspiration en particulier, manifeste du surréalisme. Hein. Et puis bien avant lui, François Rabelais a une fameuse maxime que tout le monde devrait vraiment se rappeler au niveau de la gouvernance. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Hein. Il faut rééquilibrer les deux polarités de la technoscience et donc des sciences humaines et sociales, des humanités et des sciences humaines et sociales. Voilà. Alors, deuxième recours qu'on connaît bien ici, c'est bien sûr à partir de la physique quantique, la pensée complexe. Hein, voilà. Donc, comme l'a dit Pascal, je ne suis pas spécialiste de ce secteur, donc je ne vais pas insister beaucoup sur ce plan-là. Mais donc à partir des travaux en physique quantique et donc des travaux de philosophes tels que Stéphane Lupascu, roumain, bien sûr, Bazarab Nicolescu, qui en est un familier, également roumain. Il y a une école roumaine très importante au Siret. Hein. Et donc, ce n'est pas étonnant que ce pays d'Europe centrale, qui est un peu excentré, même assez excentré, des enjeux géostratégiques européens, ait donné lieu à une école d'intellectuels hétérodoxes, hein, de philosophes hétérodoxes, dont ces deux-là. Voilà. Et Edgar Morin, bien sûr. Et d'une certaine manière, ils rejoignent la vision archétypologique par la mise en exergue du tiers inclus comme médiateur entre deux niveaux de réalité et de connaissance. Ces niveaux de réalité appartenant respectivement à la matière, au vivant et à la conscience. On peut estimer qu'il y a trois énergies qui gèrent le réel, matière, vie, vivant et conscience. Et donc, à chaque fois, il y a des degrés de réalité et de connaissance. Et donc, ce tiers inclus est facteur, ce faisant, de complexité au niveau du réel, hein, de compréhension, d'intégration des différences hein, au niveau humain. Bon, je n'insiste pas beaucoup là-dessus parce que je ne suis pas vraiment une spécialiste, mais enfin, il y a un autre auteur qui m'a beaucoup interpellée, c'est René Girard, hein, donc un philosophe protestant, qui a écrit donc Le bouc émissaire et La violence et le sacré, où à partir de la vision christique, il a démontré qu'effectivement, l'inclusion du tiers, la réinclusion du tiers était la seule manière de faire société. Donc dès qu'il y a un phénomène d'exclusion, hein, du fait des différences, voilà, des conflits, des violences intercatégorielles, voilà, qui donnent lieu bien sûr à des phénomènes de discrimination, etc., d'inégalité, eh bien le réflexe inverse doit être effectivement de réinclure de manière à parvenir à une conception plus supérieure de la vie sociale. Bon, le phénomène des migrations dont on beaucoup parle actuellement éclaire parfaitement ce point de vue, hein, le point de vue de Girard en particulier, et de Nicolescu qui le dit bien à la fin. Bon, c'est bien sûr c'est au départ une question logique, hein, c'est une philosophie à caractère logique, mais in fine, c'est éthique. Et à la fin de la citation, il serait révélateur d'entreprendre une analyse de la xénophobie, du racisme, de l'antisémitisme et du nationalisme à la lumière de la logique du tiers exclu. Donc, et Edgar Morin ne dit pas autre chose. Hein. Voilà. Alors, dernier recours, donc celui pour lequel je suis plus spécialiste, hein, le conflit-dialogue des civilisations et des cultures dans un contexte de médiatisation mondialisée. Voilà, hein, on sait qu'on est à un carrefour de notre histoire. Et voilà. Donc il faut le voir aussi en positif. Qu'est-ce qui travaille la société face à ces évolutions objectives, hein, voilà. On le sait, on est tous reliés maintenant, c'est le grand village. Hein.
Voilà. Alors, des gens comme Elon Musk veulent nous créer une hégémonie cognitive. Voilà. La société civile, les peuples travaillent énormément, hein, les communautés, pour faire valoir un autre point de vue. Mais effectivement, c'est un point de vue. Non, c'est un point de vue qui est également médiatisé. Les médias jouent ainsi un grand rôle pour favoriser ce conflit, enfin ce dialogue, par-delà les conflits. Voilà. On sait bien qu'il y a des conflits actuellement géostratégiques considérables, et voilà, il y a des forces, bien sûr, qui vont dans le sens du positif. Alors, c'est un paradigme, si le premier paradigme est plutôt métaphysique, la complexité est plutôt logique, ce paradigme-là est plus éthique, et aussi, je pense, plus féminin, populaire et lié à la société civile. Et il met en œuvre, je dirais, des fonctions plus cardiaques, hein, c'est-à-dire que c'est le phénomène de l'empathie versus antipathie. Alors actuellement, on veut nous opposer les uns aux autres, hein, la haine, etc., à tous les niveaux, et ça intègre aussi l'islamisme radical, hein, j'ai oublié d'en parler, mais il est clair que dans les autres sphères du monde, il y a des forces de haine. Voilà. Et inversement, des forces d'empathie, hein, d'amitié, de fraternité, dont nous parlera Georges tout à l'heure. Hein, et voilà, on est tout à fait dans le même ordre d'idées. Hein. Voilà. Alors, l'intersectionnalité, justement, est une notion employée en sociologie, j'en parlais tout à l'heure, pour désigner la situation de personnes qui subissent simultanément plusieurs formes de stratification, de domination. Voilà, ben voilà, ça, comme ça, en étage, on peut en subir plusieurs. Donc, les féministes afro-américaines ont mis en exergue les phénomènes de domination interne et externe. Hein, voilà, interne à leur communauté et externe. Donc la théorie de l'intersectionnalité qui est comme par hasard tellement sujette à critique, hein, vous avez bien vu tous ces conservatismes qui disent « oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» et on nous fatigue avec ça, on nous bassine. Alors bien sûr qu'il y a des dérives parfois avec la fameuse cancel culture, et encore que, bon, c'est pas parce qu'on va déboulonner quelques statuts d'esclavagistes qu'on va quand même casser le monde. Moi, j'ai bien, par exemple, qui est-ce qui a contesté le fait qu'on ait cassé quasiment toutes les statues de Lénine ? Or, Lénine, il a eu un apport considérable à l'histoire du monde. Ça n'est pas que le père d'un Staline, de l'afro-Staline, Lénine. Et est-ce que quelqu'un a protesté parce qu'on avait déboulonné toutes les statues de Lénine à l'est de l'Europe pour faire plaisir souvent aux Occidentaux? Alors maintenant qu'on veuille déboulonner quelques statues d'esclavagistes, moi je trouve que vraiment, c'est encore une fois dramatiser inutilement le débat et enlever la possibilité de discuter sérieusement de la théorie de l'intersectionnalité. Hein, voilà. Donc, quelle est-elle? Et je dirais qu'au niveau politique, elle se traduit en termes d'altermondialisme. L'internationalisme, si vous voulez, c'était plutôt face aux impérialismes, hein, donc la question socio-économique, hein, qui évidemment rendait les relations très inégales entre les pays. Alors, intersectionnalité et altermondialisme se fondent plutôt sur le paradigme du rapport entre les communautés. Mais c'est complémentaire, ça ne veut pas dire que les analyses précédentes sont fausses. Hein. La théorie de l'égalité socio-économique, la théorie de l'anti-impérialisme, tout ça c'est valable. Mais se rajoute, dans une espèce de superposition, à mon avis intéressante, la théorie de l'intersectionnalité. Donc la race, le genre, la classe, l'orientation sexuelle, la question de la santé et du handicap, par exemple. Donc la féministe, c'est Kimberlé Crenshaw, hein, en 1989. Hein. Alors, outre ce préjugé à l'égard de l'intersectionnalité, quels sont les obstacles rencontrés en particulier à l'école et à l'université face à cette théorie? Alors, ne parlons pas de la marginalisation de la pensée complexe. Hein, on l'a dit avec l'un d'entre vous tout à l'heure, on sait bien qu'elle est minoritaire. Mais l'intersectionnalité a beaucoup de mal aussi à percer. Et alors, un obstacle institutionnel, idéologico-institutionnel, c'est l'universalisme abstrait à la française. Alors, autant il a de bons côtés, parce qu'effectivement, c'est l'égalité de droits du citoyen, de l'individu, des individus entre eux. On a bien compris le bien fondé de nos principes. Il ne s'agit pas de les mettre à bas, mais il faut bien en montrer aussi les limites. C'est un carcan, c'est une chape de plomb. Et alors, donc, quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Achille Mbembe, écrivain macaronais, qui a donc écrit Sortir de la grande nuit en 2010, essai sur l'Afrique décolonisée, hein, puisque l'Afrique, comme vous le savez, en particulier au Sahel, est en voie
d'aller vers une deuxième décolonisation, hein, avec l'expulsion de l'armée française en particulier, il faut le dire, hein, de plusieurs pays du Sahel, hein, pas seulement le Mali, le Burkina Faso et le Niger, mais le Tchad aussi a rompu ses relations, hein, et ça continue. Hein. Donc voilà, il y a véritablement un questionnement géopolitique qui se passe par rapport à la pensée française et par rapport donc à ses impensés. Hein, on le sait bien, bon, tous les progressistes, et encore que, moi je ne pense pas que le mouvement social en ait fait suffisamment, hein, mais on est bien d'accord entre nous pour dire qu'effectivement, il y a des phénomènes de domination de la France à l'égard de ces minorités en France et à l'extérieur, mais il faut que l'opinion publique puisse sortir de cette idéologie sécuritaire qu'on lui instille en permanence, qui est de dire oui, l'étranger, le migrant, l'islamiste, bon, les deux ennemis, on sait bien que c'est le migrant et l'islamiste radical, hein, le barbu, voilà. Mais ça nie les réalités géostratégiques, qu'on a une armée qui est quand même quasiment sur combien de pays d'Afrique, et pour y faire quoi? Soit disant que c'était pour mettre à bas l'islamisme. Bah oui, quel résultat pour peut-être la 4e armée du monde ou la 6e armée du monde. Donc un échec considérable qu'il faut arriver à prendre en compte pour dire qu'il faut faire autrement. Et au moment, moi je dirais, où les États-Unis et l'URSS nous mettent en étau, je reprends l'article de Guillaume Duval, que moi j'ai beaucoup apprécié, et qui dit que la solution de l'Europe, c'est d'aller vers le sud. Et je crois profondément, je crois. C'est-à-dire l'Amérique latine, l'Afrique. Voilà. Et donc sortir de certains carcans. Donc bien sûr le néocolonialisme sur le plan politique, bien sûr. Et donc voilà, ce que dit Mbembe, c'est une imprenable tradition d'universalisme abstrait, héritée de la révolution de 1789 et de la terreur, voilà, c'est ça, et qui n'a cessé de nier le fait brutal de la race, sous le prétexte que la revendication du droit à la différence, peu importe laquelle d'ailleurs, hein, de genre aussi, contredit le dogme républicain d'égalité universelle. Il a raison. Et donc, voilà, il faut savoir quand même que les premiers qui ont été les victimes en France de cet universalisme abstrait, c'est avec le jacobinisme les cultures régionales, dont la nôtre, l'occitane, voilà, et les femmes, bien entendu, parce qu'on n'a toujours pas réussi à mettre quelqu'un au pouvoir à l'Élysée. Hein, voilà. Donc tout ça, ça va de pair, c'est un courant qui est à la fois, je dirais, masculiniste, centralisé, jacobin, et qui amène à des formes d'impérialisme qu'il faut arriver à dénouer. Voilà, donc alors lui, qu'est-ce qu'il liste comme courant progressiste? Les 4 courants intellectuels qui ont été la théorie postcoloniale, qui a quand même cours aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France, hein, la critique de la race, la réflexion sur les diasporas et toutes sortes de flux culturels, ainsi que dans une moindre mesure la pensée féministe. L'apport de ces courants à la théorie démocratique, à la critique de la citoyenneté et au renouvellement de la pensée sur la différence et l'altérité est indiscutable. Voilà, donc j'insiste pas sur cette question du jacobinisme. Bon, je cite un auteur qui est un ami personnel et qui travaille beaucoup sur ces questions, c'est Philippe Blanchet, universitaire à Rennes, sociolinguiste à Rennes, discrimination, combattre la glottophobie. Voilà, et donc, bon, rapidement pour l'enseignement du français, moi j'ai bien vu à quel point on est en période de crise. Avant, on avait une littérature qui était vraiment la République des lettres. On le sait, c'est des choses magnifiques qui ont été écrites en France. Hein. Ce n'est pas du tout pour critiquer ce pays. Voilà, mais on est en fin de cycle d'acculturation, c'est-à-dire d'influence de la France vers l'extérieur. Maintenant, c'est l'inverse. Je crois qu'il faut accepter le fait que c'est l'extérieur qui peut nous aider à nous reconstruire. Voilà. Et donc, l'enseignement du français, moi je le dis, c'est ce que va être le propos de mon prochain livre, c'est en crise. Hein, on en est à la littérature patrimoniale, on est infichu d'enseigner la littérature francophone, la littérature du monde encore moins, européenne également. Voilà, la grammaire du discours a été cassée. Voilà, il y a eu un phénomène extraordinaire de révisionnisme interne. Enfin, je vous évite les détails, mais c'est le signe d'une crise, malgré le fait que l'Empire a toujours bien sûr de belles apparences, hein, c'est Villers-Cotterêts, c'est tout ça. Mais la coquille devient vide. Et les jeunes générations, ils le ressentent. Hein. La crise des valeurs, elle est réelle. Hein.
Voilà, donc l'interculturel, une troisième étape paradigmatique du citoyen et du sujet moderne, et donc quelqu'un qui peut nous aider beaucoup, qui connaissait, c'est Pascal qui me l'a dit, donc je ne fais que répéter ce que tu as dit, Alain Touraine, qui a bien connu Edgar Morin, et ils ont collaboré enfin, intellectuellement, et qui a écrit Un nouveau paradigme pour comprendre le monde d'aujourd'hui, un très beau livre, en 2005. Et il explique que finalement, on en est à la troisième étape, nous en France, hein, puisqu'au XVIIIe, avec la philosophie des Lumières, c'est la notion de citoyenneté face au sujet monarchique qui prévalut, avec la notion de liberté, hein, les libertés, les droits citoyens. Le XIXe, avec le marxisme, c'est le paradigme social, on le sait, la lutte des classes, au bon sens du terme. Hein, voilà. Et voilà, le 21e, fin du 20e et le 21e, c'est la question culturelle, et ça me semble tout à fait intéressant de mettre ça en avant comme effectivement un phénomène superstructurel. Hein, et le marxisme a souvent eu une difficulté à mettre en avant la superstructure culturelle, hein, parce que voilà, il y avait quand même ce maintien dans un carcan socio-économiste. Hein, ils en ont pâti. Hein, l'URSS n'a pas su forcément aller vers, bien sûr, la démocratie, une démocratie sociale et une démocratie culturelle. Mais le monde peut aider désormais à aller vers cette vision superstructurelle. Voilà, et donc Patrick Chamoiseau, Édouard Glissant, l'éloge de la créalité démontrent que l'identité, c'est pas quelque chose qui est figé, voilà, dans des racines comme ça ancestrales, dont on ne pourrait pas se dépêtrer. Hein, et bien sûr qu'il y a des traditions négatives. Hein, les excisions en Afrique, il faut être contre, bien entendu. Hein. Les traditions négatives, on les exclut, comme le reste, hein, comme les dominations économiques. Et par contre, on porte le positif pour aller vers l'autre et puis voir ce que l'autre peut nous apporter. Et donc, il existe un côté dynamique de l'identité, celui de la relation. Alors, ça serait intéressant de mettre en comparaison la relation de Glissant et la reliance de Morin, mais je ne suis pas capable d'établir une corrélation de cet ordre. Voilà. Alors, pour terminer quand même rapidement, donc, il y a des critères d'appartenance culturelle, ce qu'on appelle des subcultures, hein, et donc qui peuvent donner lieu à des discriminations. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations les a recensées. Hein, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne reviens pas sur les fameux critères d'inégalité et de discrimination. Dans un des livres qui sont ici, exposés ici, vous avez donc des esquisses programmatiques donc de travail au niveau des sciences humaines et sociales pour justement arriver à corréler toutes ces subcultures et aller vers une formation citoyenne des jeunes. Parce que bien sûr le but c'est ça, hein, c'est l'éducation des jeunes générations. Donc voilà les critères, mais je n'ai pas le temps, il faut que je laisse la place à Georges. Voilà. Donc, ne pas oublier Morin. Voilà, je m'excuse de ne pas avoir plus de citations de lui, je n'ai pas eu le temps, hein, mais j'ai par exemple lu de manière très intéressante de sa part Barbarie et civilisation. Je crois qu'il a beaucoup travaillé sur la dualité européenne, sur le fait qu'effectivement on pouvait être dans l'ombre la plus totale. C'est l'Europe qui a été capable de faire des choses monstrueuses, hein, mais qui pas uniquement la Shoah, hein, l'esclavage négrier, la traite négrière. Hein. Voilà, c'est monstrueux ce qu'a fait l'Europe. Hein. Le fameux centre du monde, mais en même temps, voilà, puisqu'elle captait les énergies, elle est capable aussi de construire des phénomènes démocratiques parfois intéressants. Et Morin établit très bien cette relation entre les deux, entre le négatif et positif au niveau européen. Voilà, notre travail doit permettre de favoriser l'émergence de nouvelles humanités, oui, à partir des polarités complémentaires et non antagonistes, la culture scientifique et la culture humaniste. Ces nouvelles humanités sont indispensables à la régénération de la culture humaniste laïque. Oui, Relier les connaissances, 1999. Hein. Voilà, alors ça c'est le tableau final, mais qui n'est pas très visible, voilà, je suis désolée. Voilà, et qui porte sur les 4 paradigmes, et, voilà, et qui montre un petit peu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, hein, qui résume ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Voilà. Voilà, bibliographie non exhaustive. Voilà, je vous remercie. Merci. Oui. Oui. Alors je laisse faire. Tu avais un petit peu plus de temps. Ah bon?
Mais Oui. ça va être l'occasion Oui, de donner discuter. la parole pour les questions. Bien sûr. Donc je fais le circulation et je donne la parole à Bruno. Oui, c'est bon. Merci Martine pour ce travail impressionnant. J'avais une question simple. Est-ce qu'une société humaine sans métaphysique peut être pérenne? Est-ce qu'une société humaine sans métaphysique peut être pérenne? Réponse non. Et donc la question complémentaire, c'est quelle métaphysique pour demain? Voilà, c'était un peu la conclusion à laquelle je pensais. C'est vrai qu'on est une période quand même très favorable au niveau des médias qui nous permet quand même de corréler nos apports respectifs à l'échelle du monde et donc d'essayer de retrouver des métaphysiques à l'échelle du monde qui nous permettent nous-mêmes de nous reconstruire et pourquoi pas partir de nos traditions. Voilà, moi je le crois profondément. Hein. Honnêtement, bon, chez nous il y a quand même un matérialisme ambiant qui est quand même terrible hein, et qui fait que ça va être difficile de mettre en avant le celtisme, vous voyez ce que je veux dire, hein, comme base pour reconstruire une métaphysique. Hein. Maintenant, il y a une métaphysique laïque aussi. Hein. Moi, je pense aussi que la pensée complexe, elle ne va pas quand même émerger, enfin, ouais, avoir droit de cité au niveau de l'opinion publique de manière très large. Par contre, moi, je crois que les philosophies du Sud peuvent nous aider, enfin, au Sud global, hein, et c'est pour ça qu'en particulier le bouddhisme a tellement droit de cité chez nous, parce qu'il y a quand même un vide abyssal à ce niveau-là. Donc, Je vous donne la parole. Merci. Voilà, j'ai beaucoup apprécié là, cette intervention. Et oui, a priori. Merci. Oui, je voulais vous dire là que j'ai beaucoup apprécié cette intervention et bon parce que je m'occupe enfin dans le cadre du GREP d'un groupe qui est réfléchi sur société et spiritualité. tout à fait. Et alors alors notre réflexion montre absolument l'énorme limite de la culture binaire, la culture binaire qui est bon en général bon le corps et la psyché, enfin, le corps et l'âme, enfin non plutôt et justement parce que dans cette culture il y a un tiers exclu qui est la troisième dimension de l'homme, qui est la spiritualité. Et alors pour dire en gros, la spiritualité se trouve être en particulier un mode de connaissance qui est par exemple l'émerveillement qu'on atteint par l'art, qui dépasse en quelque sorte la rationalité scientifique, ça. C'est aussi la gratuité que les ethnologues essaient d'expliquer scientifiquement et qui est à la base donc de l'économie sociale et solidaire et qui donne un sens finalement à l'action. Et puis un peu ces deux groupes se réunissent un peu dans ce qu'on appelle l'amour donné, qui est ce qu'on appelle la spiritualité. Voilà, c'est pour vous dire que voilà, c'est un groupe qui est extrêmement diversifié, mais qui réfléchit justement sur ce tiers exclu, en essayant d'approfondir ce qu'on appelle l'anthropologie ternaire, qui est corps, âme, esprit. Voilà. Ça rejoint vraiment, je suis d'accord avec ces présupposés idéologiques. Hein, ce sont les miens également, vraiment. Je vous remercie de votre intervention. Bertrand et Thierry. Non, d'abord, pardon, Bertrand.
Appuie dessus encore. Voilà. Oui. Il faut appuyer 2-3 fois. Merci beaucoup pour votre intervention avec tellement de richesse, ça ouvre à tellement de choses Merci. que ça demanderait effectivement beaucoup de temps. Je voudrais rebondir effectivement sur la question du tiers. Comme la personne là qui a évoqué la question du tiers exclu, vous avez, vous, effectivement abordé la réinclusion du tiers indispensable. Et la question que je me suis posée, en reprenant d'ailleurs l'émergence de nouvelles humanités à partir de polarités complémentaires et non antagonistes, comme nous le propose Edgar Morin, et qui paraît effectivement extrêmement important, je l'appliquerai, et je voudrais avoir votre avis, sur la polarité d'inclusion et d'exclusion. Et donc, de façon didactique, aborder la question d'une inclusion inclusive, mais du coup d'une inclusion exclusive, toujours possible. À l'inverse, d'une exclusion inclusive et d'une exclusion exclusive. Et il me semble que c'est dans cette dialectique qu'on peut aborder les choses de façon intéressante. Est-ce que l'approche didactique peut intégrer la diachronie, hein, c'est-à-dire la question processuelle d'une temporalité de type cinématographique, pour ne pas être sous l'emprise d'une synchronie, c'est-à-dire d'une image instantanée photographique, parce que ça permet d'envisager une évolution pour chacun qui peut vivre l'alternance de moments d'inclusion inclusive avec des moments d'exclusion inclusive choisis par l'individu. Quelle est votre opinion ? Alors là, vous me posez une colle. Je le dis, voilà, très modestement. Non, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là, mais sûrement que vous pouvez argumenter davantage. Hein, mais je suis preneuse d'une réponse sur cette, et de reprendre votre développement à ce sujet. Oui. Mon argumentation sera très simple et je vais être très bref. C'est parce que je suis médecin et que je suis thérapeute et que je travaille la question de l'individualisation avant de pouvoir revenir vers le communautaire qui n'est pas le communautaire de l'origine. Et ça pose la question effectivement du préfixe méta sur la question des identités. C'est-à-dire qu'effectivement, si je reprends aussi, l'identité ne peut se comprendre sans admettre qu'il existe un côté dynamique, celui de la relation, qui fait du coup de nos identités des identités d'appartenance. Dès qu'on est en relation, on est dans des identités d'appartenance. Quand on est thérapeute, on a à faire advenir la relation à l'altérité. Et la relation à l'altérité est à l'intérieur de soi, puisque je est un autre. Et c'est là qu'on peut appeler ça la méta-identité, celle qui doit englober et accueillir les identités plurielles qui sont en chacun de nous. Oui, je comprends à peu près ce que vous voulez dire. Oui, je pense effectivement qu'il faut ce dialogisme interne, et donc la médecine, tout comme l'éducation, a un rôle à jouer à ce niveau pour éviter l'enlisement dans les communautarismes. Donc je n'ai pas eu le temps d'en parler. Bien évidemment que ce système, ce quatrième paradigme, il a ses ombres, comme les autres. Et on le sait que les communautarismes sont quand même un danger pour le dialogue interculturel. Donc il ne faut pas fossiliser, il ne faut pas scléroser l'appartenance, il faut la dynamiser au sens de Glisson et de Chamoiseau, dans le sens effectivement d'une interrelation avec d'autres identités, hein, et en soi-même, bien sûr. Hein. Je pense qu'on peut parler aussi du féminin et du masculin. Je crois que c'est pareil, hein, au niveau du genre. Il y a une relation de genre interne à l'individu qu'il faut pouvoir intégrer également. Hein, ça dépasse la question de l'origine. Au niveau de toutes les identités, il y a ce travail-là à faire pour éviter l'écueil communautariste. Par exemple, le masculinisme actuellement, ou parfois un féminisme outrancier. Il existe aussi un féminisme outrancier, hein, c'est radical. Bon, voilà. Et l'islamisme radical est un communautarisme tout à fait criminel. Bon, voilà un exemple aussi. Oui. Dernière chose, vous avez évoqué Françoise Héritier, et il me semble très important aussi de citer le travail d'Escola et des 4 ontologies, parce que ça fait travailler le rapport du totémisme et le moment où ça bascule vers l'analogisme, après l'animisme et le naturalisme. Voilà, merci. Merci. Thierry ?
Merci encore pour votre intervention. Je ne sais pas si je veux poser un autre piège. Qu'est-ce que vous pensez, si vous connaissez un petit peu, l'approche d'Emmanuel Todd sur les structures familiales, la grille de lecture qu'il a pour expliquer tout un tas de choses qui se passent au niveau politique, au niveau économique? Est-ce que ça vous parle ou je vous... Voilà, alors, vous pouvez la préciser. Je connais Emmanuel Todd, que j'apprécie. En particulier au niveau des bonnets rouges. J'avais apprécié ce qu'il avait dit sur la Bretagne à ce moment-là. Voilà. Et donc la communauté bretonne qui s'était manifestée sur le plan identitaire à un moment donné. Voilà. Oui. Alors, je ne me sens pas de vous faire un exposé rapide, de synthétiser tout ce que dit Emmanuel Todd. En fait, il part des structures familiales, vous savez, les familles nucléaires, les familles communautaires, tout ça, qui pour lui sont des choses très fondamentales, qui évoluent en fait très très peu et qui peuvent permettre d'expliquer tout un tas de difficultés, de relations culturelles ou pas, politiques, voilà. Mais bon, si ça ne vous parle pas plus que ça, je vais laisser tomber ma question. Ce que je peux dire quand même, c'est que la famille, elle évolue. Le schéma familial, quand même, les familles recomposées, il me semble quand même qu'il y a une plasticité de la structure familiale qui est une vraie réalité interculturelle, intergénérationnelle en l'occurrence, en particulier, intergénérique aussi, les relations de genre. Non, il me semble que la famille, elle évolue, mais il y a quand même cet écueil de l'individualisme atomisant. Alors là, c'est qui quand même est très très prégnant dans la société française et qui fait qu'il y a parfois des dislocations familiales tout à fait incroyables. Moi, je l'ai vu personnellement. Moi, j'ai une famille d'enseignants et donc pour nous, c'était le service public, l'État. Et au décès de mes parents, la famille nucléaire s'est disloquée parce qu'il n'y avait pas la métaphysique à la clé. Moi, je suis parent marxiste, communiste, et voilà, on a toujours été du côté du progrès social, voilà, mais la famille nucléaire s'est quand même détruite, et malgré mes efforts pour essayer de la maintenir. Donc, il y a de vrais écueils actuellement, oui. Oui, Martine, je suis là. Très bien, oui, voilà. Absolument. Bon, je vois que tu as bien intégré l'épistémologie constructive, j'en suis très heureux. À part ça, pour avoir une autre réflexion autour du préfixe méta, j'appellerai la métastructure pour la MAGA au sens métaphysique alternative pour un grand avenir que nous a présenté dernièrement notre collègue Jean-Yves, que je ne vois pas aujourd'hui, je suppose qu'il n'est pas là. Et donc c'est pour... à travers ton exemple personnel, toi tu fais partie d'Attaque, tu fais partie de l'université Edgar Morin, tu fais partie du CIRET et peut-être aussi d'autres associations ou instances universitaires ou de réflexion philosophique autres. Il y a une personne qui s'est exprimée au nom du GREP tout à l'heure. Voilà. Moi, la question qui me taraude, c'est je ne vois pas l'émergence d'une métastructure qui pourrait fusionner toutes ces énergies, toutes ces initiatives, justement, comme on l'a déjà dit, pour porter un projet politique au sens noble du terme. Quelle est ta vision, toi, effectivement, sur comment on pourrait mettre en place, qu'est-ce qui pourrait faire que cette métastructure voit le jour? Oui, là encore, c'est une question très ambitieuse, cette fois-ci sur un plan stratégique. Et donc, je n'ai pas de réponse préformatée par rapport à ça. Moi aussi, je constate que le champ politique est quand même lui aussi assez réducteur et il fonctionne sur un mode binaire. Moi, je suis consternée de voir qu'effectivement, on est toujours sur un schéma binaire, une pensée analytique. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre, et on se renvoie la balle. Et même à l'intérieur d'un même camp, surtout le camp progressiste, je dirais, oh là là, c'est tout le temps des divisions internes incroyables, qui sont liées aussi quand même à des phénomènes de genre, il faut le reconnaître, des leaderships masculins qui sont parfois un peu excluants et violents. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas émerger une structure suffisamment large pour intégrer tous ces paradigmes. Je suis désolée de cette réponse, mais d'autres en auront peut-être à fournir. Bon. Georges est en train de ranger son frein. Absolument. Donc on va donner la parole à Nicolas, qui est revenu. On salue Nicolas, on le remercie d'être là, et on lui demande de poser une question courte. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous allez vraiment me remercier pour cette question. Par rapport à... Oui, alors, non,
non, j'ai enlevé ma... Donc tu le laisses, je pense. Mais si tu as toi-même ton... Ah oui, d'accord, tout à fait. C'est Michael qui peut t'aider. Hein. Oui. Bonjour madame. Oui. Je voudrais juste rebondir sur... Ah oui, une question. Poser une question sur, par rapport à l'assimilation culturelle de l'Empire. Qu'est-ce que vous avez pensé de la danse de Aya Nakamura, quand même première artiste francophone au niveau mondial, avec la garde républicaine lors de l'ouverture des Jeux Olympiques? Oui. Alors moi j'avoue que j'ai moyennement apprécié... Oui, micro. J'ai moyennement apprécié l'inauguration des Jeux Olympiques. D'abord, j'ai des difficultés avec Paris, je vous le dis franchement. Hein. Donc il y a un centralisme excessif au niveau de toute la gestion de cette ville, même si elle est tenue par peut-être une personne qui est de qualité, ce n'est pas par rapport aux personnes. Hein. Et j'ai trouvé que c'était assez kitsch. Voilà. Donc évidemment, il y a des symboles. Mais alors, il semblerait que les symboles aient été vus d'une manière superficielle. Mais je reconnais que dans ce cadre qui était très superficiel et qui quand même est fondé quand même sur le sport, c'est-à-dire l'activité physique, c'est quand même pas un lieu intellectuel, les Jeux Olympiques. Ça pouvait avoir une valeur, je reconnais, que d'avoir mis en corrélation une chanteuse africaine, d'après ce que j'ai compris, et la garde républicaine. Voilà, avec un effet un petit peu provocateur, qui est le propre d'une certaine intelligentsia artistique parisienne, dont je ne veux pas forcément remettre en cause les présupposés. Alors j'ai moyennement apprécié l'ensemble, mais je reconnais que les symboles, certains symboles progressistes étaient là, si ça peut permettre de répondre à votre question. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci, Martine. Okay. Allez, bon.